Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Colline Musel, vétérinaire, coach, formatrice et cofondatrice de Wondervet. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire, entrepreneur, podcasteuse et fondatrice de Thémavet. Bienvenue sur le podcast numéro 1 de la profession qui démontre qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, qu'ils soient praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, leurs réussites et les joies qui vont avec, mais aussi leurs difficultés et leurs échecs. C'est toujours avec le même enthousiasme que nous prêtons notre micro aux vétérinaires pour la 3e saison consécutive, pour continuer à nous raconter tels que nous sommes vraiment, interroger notre quotidien professionnel bien sûr, mais aussi et avant tout notre rapport à la vie, au monde animal et à la planète. Le tout saupoudré d'une bonne dose de déculpabilisation. Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir notre consoeur Charlotte Deveau. Salut Charlotte et bienvenue dans Veto Micro. Salut Connie. Alors je dis j'ai le plaisir de recevoir, mais en fait on est chez toi, on est dans tes locaux et on se permet de se dire salut parce qu'en fait ça fait quand même 17 ans qu'on se connaît, j'ai compté, puisqu'on était dans la même promotion à l'école vétérinaire. Donc tu es sortie de Lyon en 2012 et tu as commencé ta carrière par des remplacements en clinique canine. Pendant ces années de remplacement, il y a quand même un événement majeur à souligner, c'est que tu as fait le CES de diététique et ça marquera un tournant dans la suite de ta carrière. Comme beaucoup, malheureusement, tu as aussi envisagé d'arrêter complètement la pratique vétérinaire, voire même ta carrière. La solution que tu avais envisagée n'a pas fonctionné et donc finalement, tu t'es lancé à fond dans la nutrition vétérinaire. Tu as décidé de former les professionnels du monde vétérinaire à cette discipline, en commençant par animer des conférences et aujourd'hui, tu as ton propre organisme de formation, ainsi qu'un podcast qui s'appelle La Truffe dans la Gamelle. Et d'ailleurs, on est dans tes locaux pour enregistrer cet épisode en tête-à-tête. Ça me fait très plaisir de te revoir d'ailleurs. Aujourd'hui, tu vis donc à Albertville, à la campagne, avec un chat et, comme tu l'as dit précisément, il n'est pas gros. Tu as 2 enfants, dont une en bas âge, et tu dis aussi avec beaucoup d'humour que tu testes la simplicité de tes outils de nutrition auprès de ton mari qui est chirurgien orthopédique vétérinaire. Tu gardes quand même un pied dans la pratique avec une activité généraliste. Globalement, tu te consacres quand même à fond à la gestion de ton organisme de formation, au développement de nouvelles formations, dont une en particulier qui vient d'être terminée et dont tu nous parleras plus tard. Et en dehors de tout ça et du temps que tu consacres à tes enfants, tu aimes occuper ton temps au jardinage floral spécifiquement, au piano et à la lecture sans modération. Alors sans plus tarder, première question traditionnelle, Charlotte, et je suis pas sûre de connaître ta réponse, donc j'ai vraiment hâte de t'entendre. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir vétérinaire ? Alors, moi, c'est pas comme tout le monde, quand on avait 4 ans, je rêvais d'être vétérinaire. Moi, c'est que... Alors, par contre, c'est encore assez classique, je faisais du poney. Okay. Comme toutes les filles de l'école Veto. Cheval passion. Cheval passion. Et je voulais être... j'ai lu le livre de Dominique Gignot, qui est le premier ostéopathe équin, et je voulais être Dominique Gignot. Je voulais être ostéopathe équin. Okay. Et du coup, on m'a dit, pour être ostéopathe équin, faut être vétérinaire. Dominique Gignot était vétérinaire, donc j'ai fait Veto pour être ostéopathe équin. Okay. Et donc j'ai fini nutritionniste pour chien et chat. La vie est pleine de surprises. Il y a eu 2-3 écarts par rapport à ce à quoi tu t'attendais. Quand tu regardes cet écart aujourd'hui, là, je voulais être ostéopathe équin et finalement je suis nutritionniste pour chien et chat. Qu'est-ce que t'en penses là maintenant comme ça à chaud quand tu le dis maintenant? Les poneys me manquent un peu, je vais être claire, mais okay. J'ai pas encore 40 ans, on sait pas ce que la vie... Alors j'ai quand même fait une formation en ostéo. Ok. Donc si un jour je décide qu'en fait je vais être ostéopathe équin, je peux. Ok. Et non, ma vie actuellement me convient et peut-être que je me rapprocherai des chevaux un jour ou pas. On verra. Tu t'en rapprocheras professionnellement? J'en sais rien. Okay. Mais ouais, c'est peut-être professionnellement ou peut-être juste en loisir. Ok. C'est pas, c'est plus les chevaux qui me manquent en eux-mêmes. Donc là, je l'envisage pas spécialement professionnellement, peut-être en loisir, si je trouve. Mais ici, c'est pas facile. À la montagne, les chevaux, c'est pas simple. Donc aujourd'hui, même dans ta vie personnelle, dans ton temps personnel, t'as pas de contact avec des chevaux de manière régulière, t'as pas de pratique auprès des chevaux. Alors quand j'en croise, je les caresse entre les naseaux, tu vois, l'endroit tout doux là, et je les renifle en mode « Ah, vous me manquez !» Mais non, actuellement non. Donc quand t'emmènes tes enfants en promenade, tu leur dis « On va voir les chevaux !» Ils disent « Oh maman, ça suffit !» Non, tu les emmènes, non, ça va. En fait, je voudrais pas trop qu'ils deviennent cheval passion, je sais à quel point après, tu vois, ils veulent un poney, tu vois, c'est compliqué. Ok. Je les éloigne de la tentation.
Ça marche. Donc ça reste quelque chose qui est présent pour toi, mais t'as une satisfaction suffisante sur ta vie pour que ce soit pas un crève-cœur énorme, quoi. Ouais, tout à fait. Je me dis, je pense qu'un jour j'y reviendrai ou pas, mais tu vois, pour l'instant c'est pas un truc qui me manque au quotidien. Okay. Tant mieux. Alors on disait en introduction qu'on se connaît depuis l'école. Moi je suis curieuse d'entendre là plusieurs années après, on va pas recompter. Comment tu les as vécues aujourd'hui avec ton regard d'adulte et de véto expérimenté? Comment t'as vécu ces années finalement? Alors moi, la sortie de la prépa, ça a été un soulagement. Donc quand je suis arrivée, c'était libération. Ça y est, je vais pouvoir avoir une vie après ces 2 ans très difficiles. Donc les 3 premières années, c'était vraiment waouh, mais en fait j'ai une vie. Donc j'ai vraiment profité. C'était super. J'avais des amis à l'école, c'était super bien. Voilà, j'ai vraiment vécu 3 belles années. Et après la fin, j'ai été assez déçue en fait parce que c'était pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Tu vois, en clinique, c'était pas forcément... j'avais pas l'impression qu'on cherchait à former des bons professionnels et des bons confrères et consoeurs. J'avais plus l'impression que c'était un peu l'exploitation d'étudiants. Il y avait pas mal de choses injustes qui m'ont pas plu à l'époque. Tu sais, quand on faisait le SIAM une nuit et qu'on enchaînait sur la repro de jour, donc on faisait la dernière nuit du dimanche au lundi de nuit, on finissait à 9h et on commençait à 8h en repro. Mais on n'avait pas le retour de temps d'Hermione, tu vois, donc je leur ai dit déjà c'est chelou. Après je leur ai dit mais en fait enchaîner une nuit un jour c'est pas dans le code du travail. Là ils m'ont dit mais vous ne dépendez pas du code du travail, vous êtes étudiant. Et les militaires le font eux et ils ne se plaignent pas. Très bien. Eh ben bonne ambiance, c'est cool. Donc voilà, un espace pour discuter, c'est super. Voilà, on s'est entendu dans nos remarques, c'est appréciable. Pareil, les remarques des profs qu'on pouvait avoir en clinique quand ils se gaussaient de faire pleurer les élèves, tout ça, ça correspondait pas spécialement. Les cliniques, je les ai pas très bien vécues. Plus pour cette ambiance, déjà c'était l'impression de perdre mon temps, c'était un peu long tout ça, mais plus voilà, j'avais pas l'impression qu'on cherchait à faire de moi une bonne professionnelle, à m'enseigner, qu'on me traitait comme une future consoeur et donc à la fin j'étais contente de partir. Donc tu vois, moi les gens qui ont fait un internat et ça, je les regarde avec des yeux mais pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu es resté dans cet enfer? Donc voilà, après j'ai pas spécialement j'ai pas des mauvais souvenirs d'école parce qu'en fait il y a eu des super amitiés, des super souvenirs et j'ai des très bons souvenirs de soirées passées devant l'amour et dans le pré que j'échangerais pour rien au monde. Donc voilà, donc ça a été une période avec du bon et du moins bon, mais j'en retiens essentiellement. Ok, ça m'impressionne beaucoup parce que c'est très difficile pour moi de faire ça et c'est justement ce dont je parlais dans mon propre témoignage que j'ai pas beaucoup de bons souvenirs en fait. Ouais, mais je pense que voilà, moi ce qui a aidé c'est que il y a eu aussi des très bons souvenirs et que du coup ça a permis de contrebalancer. Mais je pense que il y a eu des expériences très différentes à l'école. Il y en a qui sont vraiment en souffrance, qui l'étaient à notre époque et qui le sont toujours. Et j'ai eu la chance de pas en faire partie. Ouais, carrément. Il y a un souvenir en particulier ou deux de ton école, que ce soit au niveau perso, amical, comme tu dis, dans les moments de loisirs, dans les sports ou bien dans les moments d'études, certains souvenirs qui t'ont marqué de ce que tu as pu vivre dans cette école, que tu peux nous partager? Ouais, je pense qu'il y en a eu beaucoup quand même en 5 ans. Il y a eu... Tu sais que j'ai participé tu te rappelles que j'ai participé à la question pour un champion spécial grande école? Ah oui, je l'ai vu passer il y a pas longtemps sur LinkedIn. Mais oui, je l'ai remis. J'ai retrouvé cette photo, je fais mais c'est vrai. Et en fait, je me rappelle que genre je suis passée dans le couloir et je fais ah ouais, c'est vrai, il y a la sélection, tiens, je vais participer. Genre c'était vraiment, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée quoi. Ok. Et je me rappelle avoir fait cette sélection avec des gens qui répondaient tous bien mieux que moi et qu'à la fin, en fait, ils sélectionnaient plus sur la personnalité, ils ont dit c'est quoi vos phobies? Et j'aurais dit moi j'ai peur des limaces, mais pourquoi vous demandez ça? Genre vous allez coller une limace sur mon buzzer. Et je pense que le mec m'a pris juste pour ça. Okay. Il avait fait elle a une grande gueule, ça a bien passé à la télé, elle est télégénique. Alors qu'il y avait des gens mais 10 fois plus calés que moi à côté. Donc voilà, ça restera un bon souvenir après parce que j'ai perdu. Et quand je suis revenue, les gens m'ont dit ouais, t'as perdu sur ça et ça. Et moi, j'avais pas trop confiance en moi à cette époque. Et donc, j'avais quand même perdu devant tout le monde à la télé, tu vois. Et les gens étaient venus me challenger là-dessus et j'avais su leur dire, bah ouais, et alors? Et rester droite. Et ça, c'est un souvenir, toi, de genre d'affirmation de moi, de dire, bah ouais, en fait, j'ai perdu, mais mec, si t'es pas content, tu savais qu'à aller faire mieux que moi, quoi. Enfin, vas-y, tu vois. Donc, ça, c'est un souvenir. Les inter-écoles aussi, c'est des souvenirs... Moi, j'ai quand même rencontré mon mari aux inter-écoles à Toulouse, donc c'est un bon souvenir. Okay. Les inter-écoles à Lyon, j'étais présidente du cercle et ouais, tu te dis quand même bon, s'il y a un mort, je vais en prison. C'est cool, ça va bien se passer, tout va bien. Sachant que ce sont que des gens raisonnables, ça va extrêmement bien se passer. Bah c'est le mot maître mot raisonnable pendant les inter-écoles. La présidente du cercle avec recevoir des mails incendiaires et
pleurer en salle de ronde aux hôpitaux parce que tu lis le mail ou tu te fais défoncer devant l'école entière. Ah, c'est sympa. J'étais aussi au cercle quand on a changé de logo. On est passé de NVL avec AgroSup, je me rappelle être devant Jeanne-Marie Bonnet, et ils avaient proposé un seul logo. Ils avaient dit oui, on proposait aux étudiants de choisir la couleur. Alors, c'était pas celui-là, en plus, c'était l'autre. Et j'aurais dit, non, mais en fait, ça, c'est pas un choix, quoi. Vous allez vous faire défoncer si vous posez un choix. Enfin, donc, je m'étais battue pour qu'au final, on puisse choisir entre 2 logos. Et donc, voilà, ouais, non, il y a eu plein de souvenirs. Et des souvenirs d'amitié, bah oui, il y en a plein. Enfin, avec les filles de la colochate et l'intégration qu'on a pu faire. Enfin, voilà, il y a des tonnes de souvenirs en coloc, qu'est-ce qu'on a pu rigoler. Enfin, c'était quand même... ouais, il y a eu plein de... Et je pense que, ouais, les souvenirs d'amitié, de coloc, de trucs comme ça, c'est quand même parmi les meilleurs. Et Ok. Mais ouais, plein de souvenirs, bons, moins bons. Globalement, de très belles années sur les 3 premières, et le traitement des étudiants en clinique a un peu terni la suite j'allais de en clinique mais... un peu avec des piétons, mais pareil, j'avais un groupe de clinique qui était génial, donc en fait, ça compensait sur les... Okay. Ouais, en fait, c'est ça. Les gens ont compensé le système qui était, à mon sens, qui me convenait pas, mais je le partageais avec des gens qui me convenaient, donc... C'est joli comme phrase, les gens ont compensé le système. Alors c'est un peu dommage parce que ça parle quand même du système qui est peut-être à revoir à certains endroits. Mais en tout cas, pour toi, ça a permis d'avoir une expérience dans laquelle tu retiens quelque chose de positif. Ouais, tout à fait. Trop cool. Donc ça y est, c'est fini l'école veto. Ça fait 5 ans que tu y es. Comment ça se passe pour toi le début de ta carrière? Parce que du coup, c'était il y a 12 ans maintenant et c'était très différent d'aujourd'hui. Ouais, c'était très différent d'aujourd'hui. Alors du coup, mon copain de l'époque, qui est toujours mon mari d'aujourd'hui, hein, mais lui s'est installé ici parce que lui, il avait 2 ans de plus. Il était promo 2 ans de chez nous. Donc lui, il s'est installé à Albertville quand moi je suis sortie d'école. Et moi, j'ai pas trouvé de travail à Albertville, donc j'ai fait des remplats dans toute la France. Donc je partais 15 jours par mois. Pendant 8 mois, je partais 15 jours par mois à Étrépagny, vers Rouen. Oui, la porte à côté. C'était pratique. C'est pour ça que j'allais faire 15 jours d'affilée là-bas et je revenais 15 jours ici. J'ai fait des remplats dans 16 cliniques différentes et c'était assez instructif parce qu'en fait, moi, à la sortie d'école, je me disais, il y a une bonne façon de faire de la médecine vétérinaire et s'il y a un chien qui rentre dans une consulte, il doit sortir avec une seule ordonnance. Et là, j'ai vu le monde et j'ai fait ah ouais non. Et tous ces patrons que j'ai eus, ils m'ont tous enseigné des trucs et mon patron était pas mis, il me disait mais tu sais Charlotte, dans un tiers des cas tu les améliores, dans un tiers des cas tu les aggraves et dans un tiers des cas tu sers à rien. Ok, bah ça m'enlève une certaine pression, c'est cool. Et en fait l'animal il guérit tout seul et toi, enfin il y a plein de cas où il guérit tout seul, il y a plein de cas où tu fais de la merde et puis t'es humain et il m'a aussi appris, Charlotte, on ne dit pas non aux gens, on dit un prix. Les gens ne peuvent pas entendre un non. Donc les gens qui disaient, mais vous restez à la clinique toute la nuit à côté du chien, ils disaient pas non, ils disaient oui, pour 120 € de l'heure, je le fais. Il m'a appris beaucoup de choses. Donc c'était hyper instructif de rencontrer plein de gens et de plein de cliniques différentes, de voir des tonnes de choses. Et aussi, par contre, c'est un peu là que je me suis dit, ah, c'est peut-être pas trop pour moi. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es dit ça alors? C'est pas trop pour moi. Alors, parce qu'à chaque fois que je signais un CDD, je me disais, ah, il y a une fin, c'est bien. Déjà. C'est un bon indice. Et après, je bossais dans une autre clinique que j'ai adorée à la frontière suisse, là, à Saint-Julien. Et je vivais dans le studio au-dessus de la clinique. Et quand le soir, après ma journée de consulte, je bouffais mon riz froid, pas assaisonné, à même la casserole, assise dans mon lit, je me suis dit, Charlotte, ça peut pas être ta vie. Tu vois, ça peut pas possible que tu sois dans un tel état après une journée avec plus d'énergie et donc tu pouvais pas faire chauffer ton riz. J'avais pas l'énergie, Colline. C'est pas si mauvais le riz froid. Mais en fait, j'étais vraiment au bout de ma vie. Et là, je me suis dit, mais en fait, tu vois, c'est pas. Et surtout, je me suis rappelé au bout d'un moment, mais Charlotte, t'as jamais voulu être vétérinaire. Ah oui, c'est comme si t'avais oublié l'ostéopathie. Ouais, et en fait, je me suis dit, toi, t'as fait ça pour être ostéopathéquin, t'es devenu vétérinaire, mais t'as jamais voulu être vétérinaire. Et aujourd'hui, regarde, le métier de vétérinaire, en fait, c'est peut-être pas ce qui te convient, quoi. Ok. Et ça, tu te le dis une fois et ça enclenche une grosse réflexion ou ça revient par petits pics plusieurs... Enfin, comment ça se passe, en fait, cette remise en question et cette réalisation que je suis peut-être pas tout à fait au bon endroit pour moi-même? Bah, c'est petit à petit, et je me rappelle, un jour, ça a été un peu la goutte d'eau, et j'ai pris conscience de ça, et je sais pas, vers Pâques, je sais plus quelle année, mais je me suis dit, mais en fait, quand j'ai pris conscience de ça, mais j'ai jamais voulu être vétérinaire. Parce que je me disais, mais je suis pas une bonne vétérinaire, tu vois, je suis, en partie parce que j'aimais pas ça. Enfin, sur plein de trucs, je me rappelle à l'école, j'aimais pas toutes les médecines spé. Il y en a quand même beaucoup, tu vois. T'en aimais aucune, en fait. Non, mais l'imagerie, non, moi, j'aime pas. L'ophtalmo, non, moi, j'aime pas. La cardio, non, j'aime pas. La neuro, non, on n'en parle pas. J'aimais bien la médecine interne,
la médecine préventive. Bon, la nutrie, on n'avait pas à l'école. Mais tu vois, tu te dis, ah ouais, j'aime pas la chirurgie. Ah, ça fait quand même beaucoup de choses que j'aime pas. Ouais, c'est ça. Ça fait large, quoi. Et là, tu dis, bah ouais. Et en fait, je me dis, ah, mais je suis pas bonne. Enfin, tu vois, on m'avait dit, non, mais si tu sais pas faire une césarienne, t'es pas un vrai vétérinaire. Bah, je suis toujours pas une vraie vétérinaire. T'es là. Ah, bah, non, ça. Et en fait, je me dis, tu sais, ça a affecté mon estime de moi. Tu vois, je me disais, mais je suis pas bonne et tout. Évidemment, j'ai dit, mais en fait, tu vois, si t'es un poisson et qu'on te demande de grimper un arbre, il y a un moment, tu vas te trouver nulle toute ta vie. C'est ça. Et je me suis aperçue que, bah, j'étais peut-être pas faite pour être la vétérinaire praticienne classique, généraliste qui fait tout. Enfin, tu vois, c'était pas pour moi, quoi. Tu es une carpe koi, Charlotte. Ah non, c'est trop moche, une carpe koi. Ok, désolée. Juste, j'ai vu le poisson, je me suis dit. Quelle horreur, avec la grande bouche qui fait flipper, non. Ouais, mais elles ont des belles couleurs. Bon, revenons à notre mouton, du coup, puisque tu n'es pas une carpe. Il y a donc eu, si j'ai bien compris, pendant ces 16 remplats, qui ont duré combien d'années? Ça s'étale sur combien d'années, ces 16 remplats? À peu près, quoi. 3-4 ans. 3-4 ans. T'as fait 2 formations à ce moment-là? T'as fait le CES de diététique? Alors en fait, j'ai fait 2 formations pendant ma dernière année d'école. Tu sais, on faisait 6 mois de clinique, 6 mois de thèse. Pendant 6 mois de thèse, j'ai fait un DU de phyto aroma à l'université de Besançon. Et de l'acupuncture à la VTAO. Donc j'ai fait 6 mois d'acupuncture. Parce qu'en fait, je voulais faire l'ostéo. Ils m'ont dit non, faut avoir déjà pratiqué pour faire l'ostéo. Parce que j'avais quand même pas perdu mon idée. Je voulais toujours être ostéopathe. Ils m'ont dit non, faire l'acupuncture. Enfin, donc je me sens en acu. Donc j'ai fait de l'acupuncture. C'était très intéressant, j'ai adoré. Et après, donc en 2012, je suis partie faire des remplats. Au bout de 2 ans, j'ai atterri dans la clinique à Saint-Julien et à Saint-Julien à la frontière suisse. Là. Et ils m'ont dit mais Charlotte, t'adores la nutrie, pourquoi tu ferais pas le CES? Et je dis bah vous avez raison. Et en plus ils avaient un plan d'épargne d'entreprise qui m'ont permis de le payer, donc en gros ils m'ont payé. Et donc j'ai fait le CES et donc de 2014 à 2016 j'ai fait le CES de diététique. Qui se déroulait où? À Paris, c'était à Alfort. Ok, donc tu faisais les allers-retours. Ouais. Ok. 2 ans pour te former à la diététique. C'est quoi la différence diététique-nutrition? Il y en a pas. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça CES de diététique. Ok. Ça s'appelle un CES de diététique, mais c'est de la nutrie. Hein. Ouais, ok. Same. C'est ouais. Et à quel moment vient cette formation en ostéo, du coup? En 2016. Ok. Après, du coup, je l'ai faite ouais, ça a commencé fin 2016, mais en vrai, c'était 2017-2018. Ça commence en décembre, quoi. Ok. Et à ce moment-là, t'es encore en pratique? Un peu. Je pratique plus que à la clinique à Albertville. Donc, je suis encore un petit peu en pratique, ouais. Ok. Donc là, dans le déroulé sur ta carrière, il y a 16 remplats, il y a plusieurs formations, tu te formes même à certaines choses avant d'être sorti de l'école. Et il y a quand même cette remise en question, mais en fait, je n'ai jamais voulu être vétérinaire, moi c'était pas ça que je voulais faire. Comment t'en viens à cette autre option? Tu m'as parlé pendant la préparation de Sciences Po, d'un master. Qu'est-ce qui fait que tu envisages cette option-là? Bah ouais, c'est quand je me dis en fait j'ai jamais voulu être vétérinaire, ça me convient pas forcément et ben je sais plus pourquoi je suis arrivée à le master, donc c'est un master d'économie sociale et solidaire à Sciences Po Grenoble. Ok. Parce que c'était quand même des sujets qui m'intéressaient et c'est quand même voilà des sujets sur lesquels je m'intéressais à côté, tu vois, et je me suis dit tiens, ça me plairait être dans le. J'ai toujours été, enfin tu vois, j'ai été présidente du cercle, j'ai toujours été déléguée, là j'ai été au conseil municipal, enfin tu vois, là je suis présidente de mon bureau de coworking, enfin m'intégrer dans la vie associative, dans la vie du territoire, ça m'a toujours intéressée, donc quelque part ça répondait à une autre partie de ma personnalité. Okay. Donc je me suis dit bah je vais tenter ça. Okay. Et Sciences Po c'est toujours un truc, ça fait un peu rêver quoi. Sciences Po c'est un peu la classe. Alors bon, je sais c'est Sciences Po Grenoble, mais bon c'est pas grave. Et donc quelque part je me dis ah ouais ça pourrait être cool, ça pourrait me correspondre et ça. Et je me dis je tente et si ça se fait pas et ben en fait je me consacre à la formation en nutrition parce que j'avais déjà un petit peu commencé la formation en nutrition avant. Je me dis bah si ça marche pas je fais la formation en nutrition. Bon okay. Heureusement ça n'a pas marché. Heureusement ça n'a pas marché. Ouais. Pourquoi tu le dis comme ça aujourd'hui? Bah parce que aujourd'hui je suis trop contente d'être là où je suis. Ok. Ouais. C'est chouette. Sur le moment, tu te dis heureusement ça n'a pas marché ou tu le vis autrement? Je l'ai pas si mal vécu que ça. Ok. Mais c'était juste très drôle parce qu'en fait ils m'ont refusé, donc j'ai quand même ils ont pris mon dossier, ils m'ont fait passer l'oral, j'ai passé l'oral et après on me dit oui mais vous n'avez pas assez d'expérience dans le domaine. No shit Sherlock, je suis vétérinaire, tu vois. Évidemment que j'ai pas d'expérience dans le domaine. Enfin tu vois, j'ai une reconversion. Tu peux pas demander à quelqu'un en reconversion d'avoir de l'expérience. Donc j'étais juste là, mais c'est absurde. Encore une fois, tu vois, le système est complètement absurde. Mais en fait, comme
bah déjà, tu vois, j'avais la chance de pas avoir de pression financière, parce que j'avais un conjoint qui travaillait, tu vois, donc j'étais pas. Et puis je me suis dit, bah c'est pas grave, j'ai une autre option, tu vois. J'ai un plan B, c'est faire la nutrie, ça me plaît aussi. Donc ça a pas été un drame. Je m'étais dit, en fait, c'est un peu l'univers va choisir pour moi. Tu vois, tu tires la pièce pile ou face, et puis il te dit face. Ok. Donc let's go pour face, quoi. Ok. Donc oui, ça te permet de vivre avec plus de tranquillité, quoi. T'es pas déçu, genre j'avais enfin trouvé le truc qui me faisait vibrer, et puis non, pas du tout. Tranquille. Ok. Comment ça s'est passé en nutrition, du coup, les débuts, les premières conférences, les premières formations? Alors c'est très drôle. Donc on revient toujours à la clinique de Saint-Julien, à la frontière suisse. Donc déjà eux m'ont envoyé faire le CS, ils me l'ont payé. Et quand je suis revenue, ils m'ont dit, bah tiens Charlotte, il y a Virbac qui sort sa nouvelle gamme. On n'y comprend rien. Est-ce que tu nous ferais une formation dessus? Donc je leur fais ma première formation. Pour tes collègues? Pour mes collègues, qui devait être horrible parce que tu sais, tu me connais, je parle vite. Mais alors, imagine-moi stressée pour ma première formation. Je sais même pas comment ils ont compris de quoi je parlais, tu vois. Okay. Mais ils ont été adorables, ils m'ont dit, c'était trop bien Charlotte et tout. Et Laure, qui était là-bas, qui était responsable des labos, elle a appelé Virbac, elle a dit, en fait, Charlotte, elle vient de faire la formation que vous auriez dû nous faire, donc vous allez la payer. Donc, ils m'ont payé, et ils m'ont dit, il paraît que tu fais des trucs bien, viens, je t'emmène ailleurs. Et ils ont commencé à me trimballer dans toute la France pour que je parle de ce que j'avais appris au CBS. Ils te l'ont payé a posteriori? Ouais. Ah, c'est extraordinaire. Mais tu sais, c'est un gros client, hein. Saint-Julien, c'est une énorme client. C'est un gros client, donc Ok. Ouais. Et donc, trop génial. Et du coup, moi, j'ai commencé comme ça, grâce, en fait, tout vient de cette clinique à Saint-Julien. 2 personnes assez... C'est Rachel qui m'a dit fais le CES, et c'est Laure qui m'a envoyé chez Virbac, et elles ont lancé ma carrière comme ça. Ouais. Donc après, je me suis retrouvée à faire des confs pour des labos dans toute la France. Comment tu le vis, cette expérience de partir dans toute la France, aller devant des vétos, transmettre de la connaissance? Alors moi, j'adore. Franchement, là, je me dis, j'adore ce que je fais. Je découvre aussi les difficultés. Sache que je ne savais pas faire un PowerPoint. Ah bah, bienvenue. Je sais toujours pas faire un PowerPoint. Non, mais tu vois, faire genre une animation, c'est une meuf de chez Virbac qui m'a appris à faire les animations pour que les trucs arrivent les uns après les autres, pour te dire mon niveau de PowerPointage, tu vois. J'étais vraiment nulle à chier, mais je m'aperçois que parler devant des gens de trucs que j'aime et tout ça, et ben ça me plaît, ça plaît aux gens, et j'ai l'impression d'être à ma place, en fait. Là, je me dis, je suis dans mon bassin de Carcoy. Ça y est. Ça y est. Et donc ouais, ça c'est cool parce que je me sens utile, en fait. Parce que les gens disent, c'est trop cool. Et surtout, les gens me disent un truc, c'est, tu m'as réconcilié avec la nutrition. J'aimais pas la nutrition, c'était hyper compliqué, et tu m'as réconcilié avec la nutrition. Et là, tu dis, j'ai un but dans la vie, j'ai une mission, c'est merveilleux, je sers. Sans clinique, tu vois, je me sentais pas le couteau le plus affûté du tiroir, quoi. En clinique, je regarde mes collègues et je dis, ils sont tellement meilleurs que moi. Et là, je me disais, là, je suis un bon couteau. Tu vois, là, je suis un bel opinel bien affûté. Donc ça fait plaisir quand même. On est en Savoie, donc forcément, l'opinel, c'est la référence. Ok. Oui, j'imagine que c'est un marquant de se dire, c'est ça, être à sa place. C'est ça que vous qui kiffez ce métier, cette pratique depuis le début, vous vivez, mais enfin. Ouais, c'est ça. Exactement. Ok, ça me parle un petit peu. Ok. Et comment ça se déroule pour toi la suite? Donc tu fais ces conférences, t'es la pouliche de Virbac, on va dire, ils t'emmènent partout, c'est super, tu kiffes. Et la suite, en fait, comment t'en arrives à aujourd'hui Arginine, organisme de formation officielle? En fait, à la fin de chaque conférence, les gens me disent, mais c'est trop bien, tu m'as donné envie de faire la nutrie, maintenant j'ai envie de me former, mais il y a plus de formation. Le CES a disparu, j'ai fait la dernière promo du CES. Parce que Paragon est parti à la retraite derrière, donc le CES a disparu. Donc les gens me disent, je veux me former, mais il y a rien. Donc je vois un peu avec les autres nutritionnistes si on peut mettre des trucs en place et tout ça, et puis je vois que rien ne se fait. Et en fait, au bout d'un moment, il y a le Covid qui arrive, et aussi mon fils qui va rentrer à l'école, et moi les déplacements c'était très compliqué parce qu'avec un mari qui travaillait en clinique jusqu'à 20h et moi qui me déplaçais, quand il était chez la nounou, elle était bien sympa de le garder, mais à l'école c'est pas possible, quoi. Donc je me dis putain, donc jusqu'à pendant très longtemps j'ai fait un déni sur le fait que mon fils allait rentrer à l'école et que ça allait poser un problème. Puis le 3 Covid, ans de déni. 4 ans, il est rentré à 4 ans, 4 ans de déni. Et le Covid est arrivé, et là je me dis en fait on va faire à distance. Je vais lancer mon organisme à distance. Ok. Et comme ça, j'ai les horaires de l'école et ça va bien. Et puis aussi, avec le Covid, je passe du temps avec mon fils et je me dis, en fait, c'est ça qui est important, tu vois. C'est de passer du temps avec mon enfant qui grandit et qui sera pas petit toute sa vie. Et il aura bien l'âge où il me dira, maman, dégage, va loin. Et là, il a envie que je passe du temps avec lui, donc je vais passer ce temps-là avec lui. Et du coup, je me dis, je lance ma formation en ligne. Ok. Comme ça, ça me permet d'avoir le confort de vie. Et en fait, avec le Covid, tout le monde s'est mis à faire un truc en ligne et tout le monde a fait, mais en fait, c'est pratique le truc. Et du coup, je me suis mis à ça.
Je peux travailler en petite culotte, personne ne le voit. Exactement. D'ailleurs, Colline, il faut qu'on avoue que nous sommes en petite culotte. Pas du tout. Non. On s'est pas dessapé dans le bureau de coworking. Et pourquoi pas. Je me mets à l'aise. C'est ça. Tu dis, ok, donc je me dis, je le fais à distance, c'est parti. Mais en fait, concrètement, tu passes par quoi comme étape pour remplir une première promotion, pour apprendre à te servir de tout le système en ligne, comment le vivent les vétos. Enfin, tu vois, c'est alors très rapidement dit. Donc mais déjà, en fait, je me dis, je veux monter ma formation en ligne et je me dis ça le 31 décembre 2020, du coup. Et je passe le nouvel an avec encore une personne de Saint-Julien-en-Genevois, dont le conjoint me dit, mais écoute, moi, je me reconvertis ingénieur pédagogique. Donc, je commence ma formation et si tu veux, je t'aide à monter la tienne. Génial. Donc, voilà. Il m'a aidé et sans lui, ça aurait jamais vu le jour, tu vois. Donc, il m'a guidé, il m'a pris par la main, il m'a donné des deadlines, machin. On a dit, parce que t'es là, oui, alors je veux monter une formation en ligne. Comment qu'on fait? Donc là, il m'a dit comment qu'on fait. Donc, j'ai fait tout ça. Et après, bah, tu vas voir sur des blogs quelle plateforme de formation en ligne tu choisis, tu pars au pif, tu te lances. Là, être en bureau de coworking, ça m'a aussi aidé parce qu'il y avait d'autres formateurs qui m'ont vachement aidé en disant, tiens, parce qu'il fallait le Datadog pour être remboursable. Ils m'ont dit, tiens, le Datadog, tu fais comme ça, et ça. Donc, en fait, le réseau, quoi. Le réseau. Il y a que comme ça que ça a marché. Et qu'auprès des vétos, mais en fait, quelques années avant, j'avais créé le groupe Facebook Véto Nutri. Parce que j'avais créé ma page Facebook quand je faisais les confs pour Virbax, les gens me demandaient des trucs. Je me suis dit, bah, je vais répondre sur la page pour tout le monde. Et après, pour les vétos, en fait, je me suis dit, on va créer un groupe, pour que les vétos puissent s'entraider, un groupe d'entraide en nutrition. Et du coup, sur ce groupe, il commençait à y avoir pas mal de gens et j'avais aussi recruté pas mal de gens qui répondaient bien, voire parfois mieux que moi. T'es là, oh, tu maîtrises bien ce sujet, viens répondre à ma place. Et donc, j'ai lancé la première promotion sur ce groupe et en fait, il y avait une telle attente chez les vétos qui voulaient se former que quand j'ai lancé ça, et ça s'est rempli, mais je sais pas, j'ai dû le lancer en août pour septembre et ça s'est rempli comme ça, quoi. Ok. Donc, parce que, en fait, c'était le product market fit, tu vois, et c'était les gens qui attendaient ça et c'est... Oui. Comme le Messi, ça y est, c'est le nouvel iPhone. Et non, je suis devant. Voilà. Encore mieux. C'est vendu comme un iPhone. Ok, trop bien. J'espère qu'on a le droit de prononcer ce genre de marque. On ne peut que dire des marques. Vous mettrez des bips. Comme des bips. Et du coup, ça se vend hyper bien. Et t'as combien de personnes? Tu utilises quel outil? Tu vois, comment tu le vis d'être à distance et pas dans la même pièce que les autres? Alors, j'utilisais Learnybox comme plateforme de formation, on a changé depuis, et je crois que j'étais déjà sur Zoom pour faire les visios. Ok. Et comment je le vis? Eh ben, en fait, donc j'avais fait tout le programme de formation, tout ça à l'avance avec Julien, mais je m'étais dit la formation, je vais la faire au fur et à mesure. Parce qu'en fait, je sache que je suis quelqu'un qui fait tout au dernier moment pour la deadline et qui ne sait pas prendre de l'avance. Okay. Et donc, je m'étais dit, bah, tu sors un cours par semaine et t'as une semaine pour écrire le cours. Alors, grosse connerie. Parce que quand tu fais de la biblio, ça te prend la vie des rats. Donc j'en ai chié ma race pendant 3 mois. Au début, les cours étaient plus le vendredi, puis le samedi, puis le dimanche, puis le lundi matin, puis le lundi soir. Et mais je l'ai fait. Donc j'ai souffert, tu vois, comme écrire une thèse mais en accéléré, tu vois. Mais par contre, les visios avec les gens, ça s'est très bien passé. Ils étaient une 40aine, je crois. Okay. Et ça, j'ai vachement aimé l'échange avec les gens, c'était cool. Les visios, bah, à force, tu te connais, c'est des groupes max 10-12, donc, tu vois, c'est pas non plus, parce que j'ai déjà fait, le truc horrible, c'est des journées entières, en visio. J'en ai déjà fait, avec des gens, enfin, ça, c'est dur. Là, c'est 1 heure et demie de visio, tous les 3 semaines, avec des gens qu'à la fin tu connais et tout ça. Okay. Franchement, moi, je l'ai bien vécu et je pense que eux aussi. Le plus dur, ça a été de créer le cours comme ça, à l'arrache, à l'arrache. Enfin voilà, de me mettre au boulot et d'avoir prévu des deadlines aussi serrées. Enfin, je suis comme ça. De toute façon, j'aurais pu. J'avais 6 mois avant pour le faire, mais non, c'est pas comme ça. Mais non, au dernier moment, c'est tellement meilleur quand t'as bien la pression. Bah là, donc tu te tapes tout le métabolisme du calcium dans la biblio, tu vois. Donc c'était dur, mais j'étais très fière de moi à la fin. Et ouais. Cette formation aujourd'hui, elle existe encore? Ouais, elle existe encore. Elle s'appelle Nutriphysio. Donc il y a une version pour les vétos, une version pour les ASV. Okay. Donc je la modifie au fur et à mesure quand j'ai des nouvelles infos. Là, j'ai fait pas mal de mises à jour et tout ça, mais en fait, il y a plein de trucs. Tu vois, le métabolisme du calcium, il change pas tous les ans. Donc il y a plein de trucs qui restent d'actualité. Donc ouais, elle est toujours. Et là, on a 200 vétos et une 60aine d'ASV qui l'ont déjà suivi depuis 2021. Ok. Et les prochaines promos sont quand? Là, il commence le 9 septembre, 24, la promo est pleine, et après, la prochaine, ce sera printemps, alors je dirais mars, mais ça dépend les formateurs choisissent quand est-ce qu'ils font leur promo, mais je pense que Emmerich a laissé mars.
Ah oui, parce que du coup, vous êtes plusieurs maintenant. Et ouais, maintenant on est 7 et bientôt 8. Enfin, formateurs? Non, au total. Formateurs, ils sont 4. Ok. Tu te mets dedans? Non, je suis plus dedans. Je fais plus les formations. En fait, les vidéos, c'est moi. Enfin, les gens ont l'impression d'être formés par moi, puisque les vidéos, c'est moi qui les ai fait. Donc eux, ils me voient, mais moi, je les vois pas. C'est-à-dire que les visios ne sont pas assurés par moi. Ok. Ouais. Ça te manque pas d'être en interaction justement avec les gens Non. Alors je suis quand même ceux qui font. Alors on a des formations avec visio et des formations sans visio où ils ont juste des questions sur la plateforme. Donc moi je suis les formations veto sans visio, donc on appelle les veto solo. Donc j'ai de l'interaction par écrit avec les gens qui font les veto solo pour quand même avoir des retours et tout ça. Et je donne quand même des confs en présentiel qui me permettent de voir des gens. Mais en fait j'ai physiquement pas le temps. Je bosse 4 jours semaine aux horaires de l'école. Et j'ai un nombre de trucs à gérer qui est faramineux, et du coup et en fait ça s'est fait parce que j'étais en congé mat, et du coup j'ai été obligée de refiler les trucs, et quand je suis revenue j'ai dit mais gardez-les, je peux pas les reprendre quoi. Okay. Donc c'est toujours 4 autres personnes que moi qui font les visios. Mais par contre le contenu les gens sont formés par moi mais pas en direct, tu vois. OK. Et quand tu dis je bosse 4 jours semaine, tu bosses 4 jours semaine du coup à faire quoi? Eh ben, tu vois, enregistrer des podcasts comme ça, par exemple. Donc là, ce matin, j'enregistre un podcast. Donc là, on travaille. Voilà. Eh ben, ouais, on travaille, bien sûr. Ouais, c'est vrai, c'est du plaisir, mais. Bah ouais, non, mais on travaille. Cet après-midi, je suis à la clinique. Vendredi, il y a mon éditrice qui vient parce que pour préparer la sortie de notre nouveau livre, je fais du contenu pour les réseaux sociaux, donc je vais faire des vidéos, écrire des newsletters. Je crée le contenu des formations. Donc là, on a passé 1 an à créer Nutripato, donc la formation pour les vétos, pour les animaux malades. Et donc je fais de la biblio. Et ça prend très longtemps. Ouais, okay. Je relis les cours écrits par les autres, je corrige des articles. En fait, c'est très varié. Il y a plein de trucs. Ouais. Et puis après, maintenant, on est 7, donc bientôt 8 dans l'entreprise, et c'est une entreprise à gérer. Donc je gère les trucs de l'entreprise. Okay. Tu vois, quand t'as des trucs, oui, on fait comment là, on a des problèmes avec l'OPCO, avec le FIPL, on a, tu vois, des trucs d'entreprise à gérer au quotidien. Mais je vois mieux maintenant, avec tous les exemples que tu as donnés, je me dis oui, en fait, la liste de trucs à faire, elle est interminable. Infini, tout voilà, à fait. C'est comme beaucoup de métiers, mais tout à fait. Donc toi, tu as une liste très longue de choses à faire. Si on revient sur cette formation-là, tu dis ça s'appelle Nutripato, c'est ça? Et comment t'en es venue à créer cette formation? Et ben encore une fois, en fait, je l'ai créée parce qu'une fois que j'ai fait Nutriphysio, les gens me disent Charlotte, c'était super bien, j'adore. Quand est-ce que tu fais la pato? Tous, parce qu'on fait une soutenance à la fin de la formation. Et donc tous en soutenance, on dit super, on veut la suite. Sauf que là, j'ai été très réaliste. J'ai dit, les gars, j'ai failli crever en faisant Nutriphysio. Nutripato, vous imaginez pas la quantité de biblio que c'est. Alors, en l'occurrence, 2271 références pour te donner une idée. Et donc, j'ai dit, je me connais, je ne peux pas faire ça seule. Donc, j'ai recruté tous les modérateurs du groupe Veto Nutri et je leur ai dit, alors les amis, on va se partager la tâche. Et en fonction de nos affinités, parce qu'en plus, moi, je te dis, j'aime pas la dermato, j'aime pas la neuro, donc aller faire la biblio sur des sujets que tu n'aimes pas, c'est compliqué. Ouais. Donc, j'ai refilé à des gens qui aimaient ça mieux que moi. Et on s'est tous partagé la tâche, donc on était 7. Et là, du coup, donc moi j'ai fait mes parties et j'ai relu les parties des autres parce que c'est pas toujours savoir écrire un cours, en fait, c'est pas, tu vois, pas toujours simple, quoi. Donc et puis moi je le vois parce que pareil, mes cours étaient relus par Marianne qui gère la formation. Et en fait, toi, quand t'écris, t'oses pas te distancier de ce qu'a dit les publis, tu vois. Tu dis pas les publis, elles ont dit ça, tu l'écris et tout. Et derrière, t'as l'autre qui dit ouais, ok, c'est bien parce que t'as écrit, mais en pratique, on fait quoi? Et t'as un avis, mais t'oses pas l'écrire dans un cours. T'es là, je suis qui pour écrire mon avis dans un cours? En fait, je suis personne. Donc les experts ont dit que, et l'autre elle te dit ouais, t'es bien mignon, mais et en pratique on fait quoi? Donc il faut toujours quelqu'un qui te donne un œil extérieur. Et c'est moi le rôle que j'ai sur les cours des autres, mais sur mes propres cours, il faut que quelqu'un aille extérieur et dise ouais, ok, tu m'as fait la biblio, c'est bien, mais du coup en pratique, quand tu synthétises toi en tant que praticienne, tu ferais quoi? Mais on se sent jamais légitime nous en tant que praticien d'avoir un avis sur la biblio. Et en fait, une fois que tu t'es tapé toute la biblio et que toi t'es praticien, c'est ton rôle aussi de synthétiser et de dire maintenant que t'as eu toute la biblio, qu'est-ce que toi en tant que praticien tu ferais? Parce que parfois ils te sortent des trucs, t'es là oui, alors oui, peut-être, mais voilà, c'est bien gentil, mais non. Et du coup, là, on a fait ce rôle-là, c'est que tous les formateurs sont praticiens. C'est-à-dire que, tu vois, tous, ils sont face à Madame Michu et ils savent que les gens ont pas de thunes. Et enfin, tu vois, on voulait pas un truc, parce que c'est bien beau, quoi. Parfois, tu fais la formation, t'es là, oui. Alors, on pourrait faire un scanner pour ça. Mais on va pas le faire. Donc, on fait quoi? Donc, on a voulu un truc pour dire, qu'est-ce qu'on fait, nous, praticiens, généralistes, qui mettons nos doigts dans le trou du cul des chiens, qu'est-ce qu'on fait en nutrition? Et du coup, aujourd'hui, concrètement, vous vous mouillez un peu en disant, voilà ce qu'on vous recommande.
sur la base de notre expérience et de toute la biblio. Si on résume et qu'on va au plus logique et avec en fait, après, il y a quand même cette finesse clinique de, là, à mon avis, c'est ça qui va le plus aider. Vous osez aller là-dedans, en fait, c'est ça? C'est ça. On oblige, le relecteur a ce rôle d'obliger l'auteur du cours à dire, ok, maintenant que t'as lu toute la biblio, tous les avis des experts, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, t'es la personne la mieux placée. Désolé, c'est ton rôle pour trancher et dire, et en pratique, on fait quoi? Et donc, on a osé faire ça parce que les vétos, ce qu'ils veulent, c'est ça, hein. C'est, oui, ils veulent que ce soit basé sur la science, mais, en fait, la science pure, tu vois, c'est chiant parce que c'est jamais tranché, tu vois. Donc là, t'es là en pratique avec les données qu'on a qui sont évidemment parcellaires, qui sont machin. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et donc, on a fait ça. Ok. Là, tu viens de le dire à demi-mot, mais pendant la préparation, on en a parlé et c'était vraiment important pour toi. Ça a du sens de garder de la pratique généraliste. Tout à fait. Comme tu le dis avec beaucoup de poésie, de mettre ton doigt dans le trou du cul des animaux pour rester au contact des gens, tout ça. Je veux bien que tu m'en dises un peu plus sur le sens que ça a pour toi de continuer cette pratique alors même que ça te fait pas kiffer. Pour juste qu'on puisse mieux capter dans ta philosophie, dans ta manière de concevoir ta posture de formatrice. Voilà, moi je veux former des vétérinaires généralistes. Alors les spécialistes sont les bienvenus aussi, hein, mais le gros du troupeau, je veux que mon idéal, ce serait que dans chaque ville, il y ait une personne qui puisse parler en nutrition et que si il y a des chiens qui ont besoin de conseils de nutrition, il y ait un véto qui soit capable de parler de nutrition dans chaque ville. Donc ça implique un véto généraliste, tu vois. Et ces vétos généralistes, je veux partager leur quotidien pour savoir justement et pas leur donner des conseils hors sol parce que moi je supporte pas quand on te dit des trucs et t'es là alors viens dans ma clinique, rencontre Madame Michu et dis-moi comment tu fais en pratique avec Madame Michu, tu vois. Donc je voulais pas je me dis tu vas peut-être rester pertinent 1 an 2 ans puis après tu sais plus ce que les gens demandent en clinique. En plus ça change, tu vois, ce que les attentes des gens, les produits dont ils te parlent en clinique, les trucs comme ça. Et donc je voulais rester praticienne, mais je voulais rester praticienne généraliste parce que j'adore moi avoir les gens en consulte, j'adore. Non, mais je pense que c'est important que je le fasse, d'avoir les gens qui me disent mais vous y connaissez quoi en croquettes vous? Et voilà, là on y est parce que je sais que les gens en face, c'est ce à quoi ils vont faire face. Et je me dis si moi je peux trouver des astuces, mon boulot en fait, c'est trouver des astuces et des techniques pour réussir à parler nutrition, à aider les gens en nutrition dans les 15 minutes de consulte de vaccin, dans les 30 minutes de consulte. Et si moi je suis capable de le faire, je peux enseigner aux autres de le faire, mais c'est trop facile toi d'être derrière un bureau et de dire non mais vous avez qu'à faire ci faire ça. Vas-y, viens et fais-le. Et je pense que c'est aussi ce que les gens apprécient, c'est, tu vois, je peux leur dire, et il y a des fois, je leur dis, mais c'est pas possible. Quand les gens vous font pas confiance, quand les gens vous croient pas, et moi, je vois très clairement la différence, tu vois, quand les gens viennent en Nutri, alors, c'est trop simple. Parce que déjà, ils te font confiance. Alors, c'est chiant parce qu'ils viennent avec une copie double de questions, des photos de caca, tu vois, mais par contre, tu vas leur dire un truc, ils vont dire, ah oui, docteur, d'accord, on va faire ça. Quand ils viennent en consulte généraliste, en plus, moi, ils me connaissent pas. Je suis une demi-journée par semaine à la clinique. J'adore quand ils font « Vous êtes nouvelle, vous » J'ouvre le carnet en 2014. Vous voyez ça? C'est mon tampon. Voilà, c'est moi qui ai vacciné votre chien en 2014. mais en fait, ils te connaissent pas, ils te font pas confiance. Et là, tu vois, tu peux avoir toutes les connaissances que tu veux. Si les gens te font pas confiance, ça marche pas. C'est le challenge. Ouais, mais c'est ça que je dis aux gens. Je dis en fait, si vous avez sauvé le chat des gens, vous pouvez raconter n'importe quoi en Nutri, ils vous croiront. Si ils vous font pas confiance parce que vous êtes une petite jeune et qui se méfie un peu de vous, vous pouvez avoir tout le background que vous voulez, ça marchera pas. Donc en fait, c'est ingrat la Nutri, mais ça marche sur la confiance que les gens te portent. Tu crois que ça s'applique qu'à la Nutri? Non, ça s'applique à... ouais, parce qu'en fait, à la neuro, les gens, ils te challengent moins. Tu vois, quand tu leur dis, alors, je pense que on a c'était quoi? Une sialoé répondant, une hypersialoé, non, une sialoédénite répondant au phénobarbital. Les gens, ils font, ouais, elle dit des mots compliqués, elle a l'air de savoir... J'ai une fois malencontreusement diagnostiqué ça en lisant le compte-rendu d'imagerie qui dit on a une hypothèse de sialoédénite répondant au phénobarbital. T'es là, ah ouais, alors je le dis ça aux gens, ils font ah ouais d'accord, ça doit être ça, heureusement qu'on est venu vous voir. Bah oui, c'est sûr, je sais lire un compte-rendu, je suis vraiment compétente. Et tu vois, les gens, la neuro, ils y pitent tellement rien qu'ils te croient. La nutrition, tout le monde a un avis, tu vois. Oui. Ton boucher, moi, je mange tous les jours, donc tu me connais en nutrition. Ta coiffeuse a un avis. Et du coup, ils te font pas instinctivement confiance, alors que sur les trucs méga compliqués, ils te font confiance. Donc, je trouve que la nutrition, t'as un peu plus besoin d'avoir la confiance des gens, parce que ils peuvent facilement le mettre en doute que sur la sialoédénite répondant au phénobarbital, ils te mettent moins en doute. Oui. Ok. Je comprends mieux l'idée. C'est un sujet
très populaire en fait. Ouais. Tout le monde mange tous les jours, on a un avis, 5 fruits et légumes. Ah, bah alors pourquoi mon chien il mange pas des fruits? Ah bah parce que ça c'est toxique. Votre chien n'est pas un humain. Voilà. Donc c'est beaucoup plus compliqué. OK. Et globalement, cette demi-journée en clinique généraliste, tu la vis comment aujourd'hui? Alors à chaque fois je queen quand faut y aller, tu vois. Okay. Mais en vrai, tu queen de plaisir ou tu queen non, de... je râle. Je dis à mes collègues, oh ça problème, je suis à la clinique. Mais en fait, enfin, alors sache que je fais une de mes journées de consul, je maintiens ça parce que ça se passe hyper bien dans la clinique où je suis et nulle part ailleurs. Enfin, je consulterai nulle part ailleurs. Donc je suis hyper contente d'y aller parce que, et ça aussi je me dis si j'arrêtais, ben en fait je les verrais plus et mes collègues et ça me manquerait trop. Donc je suis trop contente d'y aller. On arrive, on fait des petites blagues et c'est hyper sympa. Et en fait je râle parce que les clients, j'ai du mal avec les clients, mais en fait l'équipe est top. Donc j'ai toujours beaucoup de plaisir à y aller pour ça, mais c'est juste que les clients, je comprends pas les gens et j'arrive pas à avoir de l'empathie pour les gens et c'est pour ça que j'ai arrêté la clinique. D'ailleurs c'est assez drôle parce que je me suis aperçue la fin dernière que le fait que la clinique me mette tant en détresse et pas parce que je côtoie aussi des gens en fait, comme je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, je côtoie aussi des gens sur les réseaux sociaux. Mais la différence c'est que sur les réseaux sociaux tu peux répondre aux gens, tu peux tu vois leur dire ce que tu penses, alors qu'en clinique tu peux pas. Ah bon? Bah franchement en clinique tu vois t'as du mal à leur dire quand ils disent non mais docteur on veut pas s'acharner. Bah écoutez on l'a pas eu depuis 5 ans là, je pense que c'est pas de l'acharnement, c'est juste du soin, hein. Vous avez juste pas envie de le soigner en fait. Ça passe pas bien. Donc en consulte t'es un peu obligé de prendre sur toi et de dire non mais là en fait ma pensée profonde c'est que c'est de la maltraitance et tu peux pas. Et du coup tu prends sur toi. Tandis que sur le réseau, moi je me permets toujours de leur dire ce que je pense de leur gueule avec un peu de forme quand même, mais et c'est thérapeutique de pouvoir donner le fond de ma pensée, alors qu'en clinique, bah tu peux pas. En tout cas, pour l'instant, t'arrives pas. Parce que moi, j'entends que pouvoir dire à quelqu'un aussi pénible que ça va être ce que j'ai à vous dire, c'est très précieux pour vous et pour votre animal. Là, ce que vous faites, ça s'appelle de la maltraitance. C'est extrêmement douloureux, mais c'est thérapeutique pour toi et c'est pertinent pour les gens et pour l'animal de l'entendre. Ça veut pas dire qu'il faut que tu le fasses, hein. Je suis pas en train de dire ça, mais je me dis, tiens, si t'arrives à le faire à l'écrit et que t'arrives pas en tête à tête, je me dis, mais qu'est-ce qui manque en fait? Alors, j'arrive à le faire à l'écrit, mais je suis perçue comme condescendante et, attends, c'est quoi? Hautaine et condescendante. Oui. Et en clinique, tu peux pas te permettre d'être perçue comme hautaine et condescendante, tu vois. Ok. Enfin, parce que, tu vois, enfin, je voudrais pas que la donner une mauvaise image à la clinique et tout ça. Donc, en clinique, je mets mon visage, tu sais, mon masque de toujours souriant, toujours gentil, toujours machin, et tu vas derrière, tu te dis, vous avez dit, ah, putain, mais, il s'abuse franchement, tu vois. Voilà, et après tu reviens, tu dis oui d'accord, je comprends, parce que et ça me coûte. Oui, en fait, s'il y avait pas l'enjeu de la clinique, si on imagine un monde bizarre où tu ferais qu'une demi-journée de pratique généraliste par semaine qui n'implique personne d'autre que toi, ça n'implique pas d'ASV, ça n'implique pas d'autres vétos, est-ce que là tu penses que tu te permettrais de dire aux gens voilà le fond de ma pensée en tête à tête? Ou pas? Non, je pense pas. Et en plus, là, j'étais en train de me dire, ça impliquait pas les pas d'autres vétos. Ah bah, j'irai pas. Oui. J'y vais vraiment bien pour sûr. mes collègues. Là, je me suis dit, ah ouais, en fait, j'y vais vraiment pour mes collègues. Okay. Mais ouais, non, ça... Non, je pense pas. J'arrive pas... Je pense que je manque de compétences relationnelles sur ce point. Tu vas me coacher, Colline? Ah bah écoute, avec grand plaisir. Si tu penses que tu en as besoin. Mais ok, en tout cas, j'entends que la clientèle, c'est un endroit où c'est difficile pour toi d'avoir de l'empathie. Par contre, les vétos, les ASV, là, c'est très facile. Et tu fais quand même cet effort, même s'il y a du kiff de voir tes collègues, tu fais cet effort d'aller continuer la pratique pour maintenir cette facilité d'empathie de je sais ce que vous vivez en fait, je suis dedans avec vous et pour vous donner le meilleur service possible, je reste dans ce truc parce que j'ai envie de prendre soin de vous quoi. J'ai envie de prendre soin de l'enseignement que je vous transmets, que ce soit vraiment que ça réponde au plus près à vos besoins quoi. Ouais, et je pense que c'est important pour ma mission qui est de transmettre un message et faut que je sache ce que veulent les clients, enfin tu vois, faut vraiment que je sois au contact enfin tu vois, je pense que c'est important pour les vétos et pour moi au quotidien et d'avoir des petites anecdotes à raconter, des petites anecdotes de clinique sympathiques, tu vois, donc je pense que c'est quand même important. Donc pour l'instant puisque la clinique m'accepte encore une demi-journée par semaine, ils sont sympas en vrai. Ouais, c'est clair, ils sont très sympas. Ça s'est fait comment, ce glissement, parce que est-ce que c'est la même dont tu parlais alors ça s'est fait j'ai remplacé les étés et puis après j'ai remplacé quand ma collègue s'est blessée au genou et puis après je faisais quand même
je sais plus combien je faisais au début, 2 jours, puis après c'est moi qui ai diminué, jusqu'à temps que je dise je peux pas faire moins qu'une demi-journée, donc c'est une demi-journée, mais ça s'est fait progressivement. Et il m'aurait bien gardé plus, mais ma santé mentale a dit. Ouais. Et ça, c'est ok en fait, de manière dans la pérennité de l'entreprise. Si toi tu as envie de continuer comme ça pendant des années, pour l'instant c'est dans le plan, ça rentre bien. En fait. Comme on est très nombreux. Tu vois, on serait pas nombreux, je pense que. Mais là, on est 8. Donc, en fait, 8 vétos. Tu vois, on est 8 vétos. Donc, celle qui fait une demi-journée, elle est là, elle est pas là, ça change pas. C'est en pourcentage, ça représente pas tant que ça. Ouais. Donc, eux, je pense que ça leur va comme ça. Si je veux continuer comme ça, si je leur dis que j'arrête, bon, je pense qu'ils seront un peu tristes que j'arrête, mais ça changera pas. Tu sais, ça va pas. Et très souvent, je leur dis, je suis désolée, j'ai un déplacement, machin, j'annule ma demi-journée. En plus, très souvent, j'oublie, donc je leur dis beaucoup trop tard. Et en fait, tu vois, ça change pas la face du monde parce qu'ils sont nombreux. Et que ça... Ok, bah tant mieux, hein. C'est chouette que t'aies trouvé ces conditions pour pouvoir. En fait, j'entends pour pouvoir du coup garder, comment dire, une forme de cohérence avec ce que tu prêches. Tu vois, je veux être au plus près de la pratique. Bah du coup, je garde de la pratique pour pouvoir parler à des praticiens et praticiennes, quoi. Trop cool. Tu parlais aussi du fait que tu consacres beaucoup à la vulgarisation scientifique en ligne et dans les médias. J'ai mentionné pendant l'introduction le podcast La truffe dans la gamelle. Du coup, qu'est-ce qui fait que tu consacres beaucoup de temps à ça ? En fait, moi, mon but, c'est de transmettre le message scientifique en nutrition et que les gens arrêtent de se faire avoir par le marketing. Okay. Donc ça passe par, si je veux que mon message arrive aux clients, je suis 1000 fois plus efficace à former un véto qui voit, je ne sais pas combien, mais beaucoup de clients par an, que à aller former un client. Donc former les professionnels, et je ne forme pas que les vétos, mais vétos, ASV et puis les autres professionnels aussi. En formant un professionnel, je touche des tonnes de clients, donc c'est pour ça que je passe par les professionnels. Mais aussi aller dans le grand public et aller dans les médias et faire en sorte que le message qui se fait diffuser, le message mainstream, soit au plus proche des données de la science. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est important pour moi et en plus que j'aime bien faire. Donc moi, franchement, aller répondre à des journalistes, j'aime bien, tu vois, ça me fait plaisir de le faire. Bon, ça dépend. Parfois, c'est beaucoup. Enfin, je finis par en donner maintenant des gens qui, quand même, demandent dire j'ai plus le temps, donc je finis par refiler les trucs. Mais aller passer à la télé, tu vois, j'ai adoré les passages que j'ai fait à la télé et c'est cool, ça me plaît. Et je me dis si ça permet en plus de diffuser le bon message, c'est sympa. Donc c'est une grosse partie de mon travail. Et maintenant aussi sur les réseaux sociaux, d'essayer de toucher le plus possible de gens pour diffuser le message et que les gens puissent faire des bons choix éclairés en fonction des données de la science et pas de se faire enfumer par le dernier vendeur de croquettes venu, quoi. Ok. Et la finalité pour toi, c'est quoi le plus important dans le fait de donner ce message aux gens ? Et en fait, tu vois, je me suis aperçue que justement, je fais même peut-être pas ça pour les animaux parce que tu vois, je pense pas qu'il y ait des croquettes vraiment toxiques pour les animaux. Je pense juste qu'il y a des gens qui payent trop cher et qui se font avoir. Donc en fait, je le fais pour les gens. C'est ça qui est très drôle, tu vois, de la part de quelqu'un qui n'aime pas les gens et qui a fait vétérinaire parce qu'elle était misanthrope à la base. Je me retrouve à faire un métier pour les gens. Mais tu sais que tu rigoles, mais beaucoup de vétérinaires font vétérinaire parce que, tu vois, pourquoi on fait de la médecine pour les animaux et pas pour les humains ? Moi, c'est parce que j'aimais pas les humains, quoi. Je comprenais pas les humains. J'étais là, mais c'est quoi cette espèce que l'on dégénéré, tu vois. Régulièrement, tu vois, par exemple, je ne regarde pas du tout l'actualité, mais pas du tout. Si tu me mets les infos dans la voiture, je change parce que quand j'écoute les infos, j'ai envie de résilier mon abonnement à l'humanité. T'es là, alors attends, où est-ce qu'on peut se virer de ce truc-là ? Je ne fais pas partie de ce monde. Donc, je n'aime pas l'humanité, les gens et ça, et je trouvais petite que les animaux, eux, étaient en gros plus nobles, tu vois, et méritaient plus. Et au final, je me dis, au final, je bosse pour les gens. Enfin, je fais ce que je fais pour que les gens ne se fassent pas avoir et tout ça. Il y a comme un petit instinct animal de je prends soin de mon espèce quand même. Voilà. Moi, ça m'amuse toujours quand j'entends ça, quand j'entends des humains dire j'aime pas les humains. Surtout quand juste en début d'interview, ils parlent du précieux, des relations qu'ils ont eues, et je me dis tu n'aimes pas la totalité de l'humanité, mais il y a quand même bien des humains que t'aimes. Là, on passe un moment, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt agréable. Je ne me sens pas misanthropée, tu vois. Et ça me fait sourire parce que je me dis, c'est une manière de généraliser comme ça, qui donne une petite image, mais en fait, bien sûr qu'il y en a des humains que t'aimes. C'est juste tu les aimes pas tous. Et heureusement, ce serait trop bizarre. J'aime la totalité de l'humanité. Tu l'as rencontré ? Parce que je suis pas sûre que tu apprécierais tout le monde. Et c'est ok. Tu parles de réseaux sociaux et t'as parlé du fait que parfois tu répondais de manière assez cash, qu'on pouvait te dire que t'étais hautaine et condescendante.
Comment t'as vécu tes premiers clashs? Est-ce que t'as reçu des grosses critiques? Tu vois, comment ça s'est passé pour toi au tout début quand t'as pris la parole sur les réseaux au grand public, pas auprès des vétos? D'être exposé à ça en fait, parce que c'est quand même un truc bien particulier, hein, l'exposition sur les réseaux sociaux. Ouais, je me suis beaucoup fait insulter, et je me fais toujours beaucoup insulter, et ça m'a énormément obligée à travailler sur moi et à me dire je suis quelqu'un qui se remet en question en fait. Donc quand les gens viennent me challenger sur un truc, je vais vérifier et me dire attends, est-ce que je suis sûre de moi, tu vois? Et parfois j'ai tort, tu vois, et donc ça m'est déjà, enfin je me remets en question. Et d'ailleurs c'est donc au début, quand j'ai commencé, donc j'ai fait le CES de diététique, et après j'ai commencé la formation, les réseaux sociaux, et j'ai écrit un livre qui était le résumé du CES. Et un jour, Tu nous glisses comme ça, j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre. Messieurs, dames, ça a l'air extrêmement simple. Non, c'est pas très simple, mais ouais, j'ai écrit un livre. Et okay. Un jour, une collègue est venue me voir et m'a dit, écoute Charlotte, ton livre est faux. Voilà. Donc là, je crois que ça a été plus dur que toutes les critiques que j'ai. Parce que sur les réseaux sociaux, je me fais critiquer par des gens. Et en fait, les critiques du grand public me touchent pas tant. Par contre, de mes collègues, enfin tu vois, des critiques des vétérinaires, et le peu de fois où je me fais critiquer par les vétérinaires, ça me touche beaucoup plus. Et mais c'est assez rare dans l'ensemble. Et donc là, elle vient me dire, bah écoute Charlotte, ce que tu dis dans ton livre, c'est pas la science, et je te présente la science. Donc elle s'appelle Sarah Omadi. Et elle m'a dit, enfin moi, tu sais, à l'école, on n'avait pas appris à lire une publi scientifique, on n'avait pas appris tout ça, quoi. Puis le CES, c'était pas spécialement basé sur les publis scientifiques, c'était des avis d'experts. Mais à l'école, on avait toujours appris à prendre les avis d'experts. Nos cours, c'était le prof dit ça, c'est ça, quoi. Donc moi, je suis le CES, je dis, bah les bordés européens disent ça, donc c'est ça. Donc j'ai pris ce qui était dit au CES, je l'ai mis dans mon livre, et elle est arrivée, elle m'a dit, bah tu vois, là, ce que tu dis, alors c'est pas non plus dramatiquement faux, mais c'est une interprétation de la science. Donc regarde. Pour les protéines, en fait, on s'en fout de la quantité de protéines. Ce qui est important, c'est la qualité des acides aminés. Voici, ça, c'est un aminogramme, c'est machin et tout. Là, tu dis, d'accord. Eh ben, on va se remettre en question. Et donc, j'ai totalement changé ma pratique à partir de cette rencontre-là, ce jour-là. C'est totalement shifté en me disant, ah d'accord. Donc, en fait, ça, c'est la science et c'est ce message-là que je dois diffuser. Et donc, j'ai pris des abonnements à PubMed, enfin pas des abonnements, des alertes, c'est gratuit PubMed, mais des alertes. Et tous les mois, je reçois les résumés de tout ce qui s'est dit en nutrition du chat, nutrition du chien. Et j'ai commencé à lire les publis et à faire des recherches. Et du coup, mes livres suivants ont été basés sur la science. Mais maintenant, les gens me disaient, mais Charlotte, t'avais écrit ça dans ton premier livre? Eh oui. Eh ben, c'est faux. Et ça, je pense que c'est quand même le truc le plus challengeant de dire, j'ai diffusé un message aux gens qu'aujourd'hui, je suis plus en accord avec. Et en même temps, tout le monde dit oui, mais ça m'a permis d'aimer la nutrition, ça m'a remis à la nutrition et tout ça. Et en fait, apprendre à dire, bah, en fait, je suis humaine et je vais merder et c'est ok. Ouais. Et qu'en fait, il y a que ceux qui font rien, qui font pas d'erreur. Et qu'au final, bah voilà, c'était un chemin comme ça et que ça m'a permis d'arriver là où je suis. Et si j'avais pas écrit ce livre, bah Sarah, je serais jamais vu me dire que je m'étais plantée. Exactement. Et j'aurais jamais fait la suite. Donc en fait, et pareil, sur les réseaux sociaux, bah déjà j'ai appris à quand les gens me disent oui, vous êtes condescendante et hautaine, à dire oui, parce que honnêtement, je pense que je le suis. Et en fait, c'est ok, tu vois. Ouais. Et du coup, les gens sont assez désarmés quand tu leur dis, ben ouais. Tu sais, ils pensent te critiquer pour que tu changes. J'étais là, bah ouais, en fait, je suis un être humain, j'ai des qualités et des défauts. Et dans mes défauts, je pense qu'on peut dire que je suis condescendante et hautaine. C'est ok. Ouais. Donc, une fois que j'ai, moi, été claire avec ça en disant, oui, je le suis, ok, next. Enfin, tu vois, on peut passer critique suivante. Et l'autre chose, c'est de te dire, les gens, il y a des gens qui m'adorent. Il y a des gens qui me détestent. Et en fait, moi, je suis toujours la même personne. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui m'adorent, c'est des gens qui me détestent. Et ça veut dire que ça n'a rien à voir avec moi. Parce que moi, je suis moi, c'est-à-dire que j'ai 50% de qualité, 50% de défauts, que je peux être condescendante, hautaine ou très drôle, enfin, tu vois, et tout à la fois. Et il y a des gens qui vont voir que le côté qu'ils aiment pas et d'autres que les côtés qu'ils aiment bien. Et en fait, la vérité, elle est probablement quelque part entre les deux. Et ça m'appartient pas, quoi. Que les gens m'adorent, bah, ça m'appartient pas. Et que les gens me détestent, ça m'appartient pas. Et que quand tu t'exposes, il y a 50% de gens qui t'adorent et 50% de gens qui te détestent. Et en fait, c'est ok. Et donc, maintenant, je suis assez ok avec ça. Donc, je me fais très régulièrement insulter. Et ça m'aide pas à être moins condescendante et hautaine, puisque du coup je suis là, mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Donc je suis encore plus condescendante et hautaine. Mais en fait c'est le jeu, tu vois. Enfin je pense que c'est faut avoir une certain type de personnalité. J'ai pas la personnalité pour faire de la clinique, mais j'ai la personnalité pour me faire insulter sur les réseaux sociaux. Donc je vais sur les réseaux sociaux me faire insulter, tu vois. Belle manière de voir les choses. Ton organisme de formation aujourd'hui, ça s'appelle Arginine. Oui. C'est quoi les ambitions pour la suite?
Alors les ambitions, donc là on a fait une formation physio-véto, une formation patho-véto. On est en train de lancer la formation patho pour les assistantes. Okay. Donc ce sera une formation sur les aliments diététiques. En gros, les aliments diététiques qu'elles vendent, qu'elles comprennent comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, quelle est la particularité, quelles sont les indications, les contre-indications, ça veut dire quoi stade 1, stade 2, enfin voilà, juste sur les aliments. Et du coup ça s'adresserait aussi aux délégués, parce que les délégués vétérinaires qui comprennent le mode de fonctionnement des aliments diététiques. Donc ça, c'est, on va le lancer là en janvier 2025. Okay. Donc là, on est en train de travailler dessus, de voir est-ce qu'on fait des vidéos, est-ce qu'on fait des podcasts, que les délégués aiment les podcasts en voiture. Donc on demande aux ASV, est-ce qu'elles aiment les vidéos, les podcasts, pour voir comment on va la monter exactement pour que ça réponde aux besoins de notre cible. Et derrière, il nous restera le grand public. Donc l'année 2026, ce sera, en fait, la cible, on a touché tous les professionnels. Alors, il y aurait aussi autre chose, on pourrait un peu s'expatrier au Canada, au Québec du moins, voir si on lance une formation au Québec, ça peut être une option. Et ça peut être aussi, maintenant on propose des options à tous les professionnels qui veulent se former, qu'est-ce qu'on propose au grand public? On a aussi les professionnels qu'on a déjà formés, ils ont fait le physio, ils ont fait le patho, derrière comment on les tient actualisés? Parce qu'en fait, je te dis, la nutrition elle change tout le temps, on a toujours des nouvelles publications, nous on fait des nouveaux contenus, on fait des... Donc tu vois, comment on fait ça? Donc on réfléchit à ça, on réfléchit à qu'est-ce qu'on propose au grand public. Donc il y a plein de projets à venir. Donc j'entends des projets francophones, il n'y a pas des petits projets anglophones qui pourraient voir le jour? Alors je rêverais, mais je sais pas faire de blagues en anglais. Ah mais ça s'apprend ça, Charlotte. Tu vas faire un stage avec moi, je t'apprends, il n'y a pas de problème. Donc j'aimerais beaucoup, et la personne que j'ai rencontrée au Canada francophone, elle est aussi, je pense, meilleure anglophone que moi, donc peut-être avec elle on pourrait, enfin je sais clairement, ce serait un besoin et ce serait un rêve, mais moi les gens viennent parce qu'ils rigolent de mes vidéos et je suis pas sûre de savoir les faire rire en anglais, tu vois. Ah, ils viennent que pour ça? Ouais. Bah oui, évidemment, ce que tu racontes est pas intéressant. Non, ils viennent parce qu'ils se marrent. Oui, j'entends l'importance que ça a. Et d'ailleurs, ça se voit. J'invite toutes les personnes à trouver les affiches de Charlotte, les petits stylos. C'est pas des poils, c'est du gras que j'aime beaucoup et que j'ai dans ma trousse parce que ça. Je trouve personnellement que quand je vais apprendre quelque chose, si je le fais avec une personne que je trouve agréable et avec qui je me marre, tout de suite ça devient du plaisir. Et moi, j'aime bien quand j'ai l'impression que je suis pas en train de travailler, comme maintenant. Donc, c'est chouette. Et je comprends que ce soit important pour toi et que tu y réfléchisses, du coup. Pouvoir être drôle en anglais. Je suis sûre que tu y arriveras, y a pas de souci. Ok. Donc, on a beaucoup parlé de ta carrière pro et j'aimerais bien, si t'es ok avec ça, qu'on parle un petit peu de ta vie personnelle. Parce que donc, t'as dit que t'avais 2 enfants. Tout à fait. Une petite qui est en bas âge. Ça veut dire quoi, bas âge? Aujourd'hui, là, en septembre 2024, quel âge elle a? Elle a 21 mois. Ah oui, tu comptes en moi encore. Bah ouais, je compte. Donc elle est entre 1 an et demi et 2 ans, quoi. Elle va avoir 2 ans en décembre. Comment ça s'est passé pour toi d'avoir des enfants? Qu'est-ce que ça a changé sur ton regard que tu portes peut-être sur le monde, si on va sur quelque chose de très vaste? Alors, mon premier enfant a été très malade. Alors pas une maladie grave, pas d'impact, pas de pronostic vital engagé, mais il avait très mal au bide, il avait probablement des allergies, il tolérait pas ce qu'il mangeait, donc il a pas dormi pendant 4 ans et demi. Enfin, pas dormi, évidemment qu'il a dormi, mais il a pas fait une nuit complète pendant 4 ans et demi. Et du coup, il était fatigué, donc il était odieux la journée, donc c'était très compliqué. Et en fait, ça m'a beaucoup appris sur moi, parce que avant, je pensais que j'étais pas capable de faire des choses difficiles. J'étais pas capable de m'occuper de moi, comment je vais m'occuper d'un enfant. Et là, l'univers t'envoie l'enfant compliqué, quoi. T'es là, d'accord. Et je me suis aperçue que, en fait, pour mes enfants, j'étais capable de tout et n'importe quoi, et que j'ai fait des trucs pour ce gosse complètement incroyable. Et une fois que j'ai traversé ça, je me suis dit, alors meuf, là, franchement, tu peux tout affronter, quoi. Je suis capable de tout. Tu as traversé ça. Laisse tomber. Alors je sais pas, inconsciemment, je me suis préparée avant, j'avais fait du trail et des marathons, alors je suis nulle en course à pied, j'étais toujours la dernière. Mais je me suis dit, tiens, je m'entraîne à faire des trucs durs. Ouais, tu fais bien, avant la parentalité, tu fais bien de t'entraîner à faire des trucs durs. Là, j'ai eu le truc dur ultime. Ouais, ok. Et c'est marrant parce que je te rappelle, il y avait eu des problèmes que j'avais eu avec Gilles Vouillon. Et Gilles Vouillon, c'est un prof de sport qui tient un groupe alerte croquette toxique sur Facebook et qui était venu m'insulter et me diffamer sur ma page et tout ça, donc j'ai fait un procès et tout ça. Ah oui. Et donc lui m'avait dit de toute façon moi je suis le roi de la guerre d'usure. Et j'ai pensé en moi, alors mon coco, si tu veux connaître le roi de la guerre d'usure, c'est mon fils là, et en l'occurrence j'ai gagné la guerre. Donc
mec, si tu veux te lancer dans la guerre d'usure, bonne chance, on se revoit dans 4 ans et demi, mais j'ai pas lâché en 4 ans et demi, tu vois. Et donc j'ai appris que quand c'était important pour moi, tu vois, je lâchais pas, et de quoi j'étais capable. Et du coup, ça a vraiment changé. Enfin, derrière, tu te dis, bah, j'ai quand même lancé mon entreprise, je dormais pas, quoi. Et t'apprends tes priorités dans la vie, tu vois. Manger, dormir. Prendre une douche, dormir. En fait, dormir, c'est très important. Surtout qu'à la base, moi, je suis quand même une méga grosse dormeuse, quoi. Okay. Et ouais, donc ça a vraiment changé. Enfin, je pense que je serais pas du tout la même personne si j'avais pas eu d'enfant. Et que vraiment. Et puis ils m'ont aussi fait prendre conscience de mes priorités et de me dire j'adore mon job et j'ai vraiment, pour moi c'est une entreprise à mission. Mais en fait, ma priorité sera toujours mes gosses, quoi. Et je pourrais pas m'occuper que de mes enfants, clairement, je les jetterai par le bâton. Mais je pourrais, enfin tu vois, clairement s'il y a un choix à faire entre, enfin tu vois, là je travaille plus que 4 jours semaine, je passe le lundi avec ma fille. Bah en fait, je rebosserai quand elle aura plus besoin de moi, tu vois, quand elle s'en foutra, je bosserai plus, mais pour l'instant, ma priorité, c'est mes enfants tant qu'ils sont petits. Ouais, ça fait quand même une très belle découverte de toi-même et de ce dont tu es capable, j'entends. Ah bah non, mais... Qui t'a transformé, quoi. Totalement. Donc pour mon fils, ça a été ne pas dormir pendant 4 ans et demi. Pour ma fille, ça a été accoucher son péridurale. Enfin, j'avais aussi accouché son péridurale pour mon fils, mais ça n'avait pas marché, ça a fini en césarienne. Mais pour ma fille, tu vois, là, tu te dis, ok, bah si je suis capable de faire ça... Ok. Un petit trail finalement, c'est ça. Mais là, tu vois, tu te dis, mais en fait, tu vois, enfin, ouais, je pense que ça t'aide vraiment à prendre confiance en tes capacités. Parce que moi, les gens me regardaient, mais pourquoi t'accouches sans péridurale? Parce qu'en fait, savoir faire des trucs durs dans la vie, c'est important. Parce que la vie, c'est dur. Et si à chaque difficulté, je dis, ah non, je suis pas capable, comment je vais faire? Là, tu vois, t'as la difficulté qui arrive, t'es là, ok, donc j'ai déjà fait ça de dur. Il y a pas de raison que ce truc-là, dur, je sois pas capable. Donc, en fait, faire des trucs durs, c'est un life skill, tu vois, c'est un truc important à avoir. Et donc, mes enfants m'ont dit, maman, tu veux faire des trucs durs? On va t'en proposer quelques-uns, t'inquiète. Génial. Donc, ouais. C'est beau de le voir comme ça. Je me demande s'il n'y a pas un petit peu d'aide de Brooke Castillo dans certains podcasts que nous écoutons. Parce que le voir comme une compétence de vie, quand tu dis life skill, je traduis pour les non-anglophones, c'est une compétence dans la vie de savoir affronter la difficulté avec de la confiance, presque de l'entrain, de la détermination. C'est ça que j'entends dans ce que tu dis. C'est mais je suis capable en fait, ça va le faire. Ça veut pas dire que ça va pas être difficile, que j'ai pas un peu peur, que je stresse pas, qu'il y a pas des moments de doute. Mais t'as une attitude face à ça qui est complètement différente. Bah tu vois, tu dis Brooke Castillo, donc une coach américaine qu'on écoute tous les deux, et clairement elle te dit, je vais essayer de le traduire, mais l'inconfort est la monnaie pour réaliser tes rêves. Elle te dit en fait ta vie c'est pas censé être confortable. Et quand je te dis, tu vois, j'ai fait une trivisio, j'en ai chié ma race, bah ouais, c'était inconfortable, mais en fait à la fin j'étais hyper fière de ce que j'avais fait. Et il y a rien que tu fais où t'es hyper fière à la fin, où ça a été confortable de A à Z, quoi. Sinon t'as pas de raison d'être fière. Donc tu m'as dit écrire un livre c'était pas facile. Bah non, en plus mon livre franchement je l'ai écrit enceinte de mon fils et je l'ai relu avec le bébé en écharpe qui hurlait en train de le secouer sur le ballon de grossesse, tu vois. Donc non, en fait ça a pas été confortable, mais du coup quand tu réussis ça, t'es là mais c'est parce que c'était pas confortable qu'à la fin je suis fière, tu vois. Et donc maintenant je me dis bah non, ça va pas être confortable, mais si c'est ce que tu vois, si le but te convient, bah faut y aller, quoi. La vie n'a pas vocation en fait à être confortable. Non. En tout cas, c'est normal qu'il y ait de l'inconfort et ça fait partie du... Oui, il faut que ce soit 50-50. Si ta vie n'est qu'une une haie de ronces, c'est pas le but, mais... C'est clair. Faut pouvoir manger des murs un peu sur le chemin. Voilà. Ok, génial. Tu disais que il y a une phrase que tu as mis dans la préparation que j'ai trouvé assez intéressante et qui me fait écho dans le fait d'oser nommer qu'on a de l'ambition, puisque tu as dit j'aimerais réussir, enfin j'œuvre pour changer le monde à mon échelle. Je sais plus le verbe que tu as utilisé au départ, mais tu te parlais de changer le monde à ton échelle. C'est à quelle échelle en particulier dont on n'aurait pas déjà parlé que tu sens que tu aimerais pouvoir œuvrer et agir, en tout cas peut-être contribuer pour changer le monde? Bah ouais, moi en fait dans tous les, tu vois, professionnellement j'œuvre pour changer le monde de la nutrition vétérinaire. Avec mes enfants j'œuvre pour changer le monde général en me disant j'essaie de laisser des enfants au monde dont je serai fière et qui pourront œuvrer aussi pour un monde meilleur. Et ouais, j'essaie d'avoir des engagements. Bah par exemple, moi j'ai un gros engagement féministe, donc la cause des femmes est quelque chose qui me tient à cœur et pouvoir aussi, tu vois, dans mon engagement professionnel, je suis une femme, j'ai créé mon entreprise qui maintenant est florissante, qui embauche d'autres femmes, alors pas que, j'embauche aussi des hommes, mais des femmes que j'aide aussi à s'émanciper, des femmes qui ont travaillé pour moi et qui ont dit grâce à ce revenu-là, je peux arrêter la clinique qui me convenait pas, ou je vais pouvoir plus sereinement me dire que si un jour je me sépare avec mon mari, je suis autonome ou des choses comme ça, et aider à travers ça, à travers tout
tout ce que je fais d'aider donc il y a les causes donc la nutrition vétérinaire, le monde en général en essayant de laisser des enfants aussi équilibrés et empathiques et sympathiques que possible, et aussi la cause des femmes qui me tient beaucoup à cœur et à travers soit les engagements associatifs, soit l'engagement professionnel aussi. Ouais, c'est ça, ce que j'entends qui est vachement intéressant et que je trouve qui peut être très inspirant, c'est de se dire qu'il n'y a pas une forme de militantisme ou d'engagement. En fait, le quotidien dit beaucoup et peut être très inspirant, que ce soit pour le féminisme, pour le racisme et plein d'autres causes en fait. Voilà, je trouve ça très chouette comme on t'en parle. On va terminer sur un petit sujet plus léger parce que je viens de voir hier ou ce matin une photo sur LinkedIn avec une star. Qui est-ce que tu as rencontré récemment, Charlotte? Tu veux bien nous en parler? Alors oui, j'ai rencontré Philippe Catherine avant que ce soit la star toute bleue. C'était avant, c'était en avril-mai. Donc on m'a contacté pour dire est-ce que tu veux faire une vidéo avec Philippe Catherine? En avril-mai de quelle année? Là, cette année. Mais il était déjà très connu. Oui, non, mais il est très connu, mais avant qu'il soit tout bleu et qu'il soit un dessert en Chine, avant la cérémonie des JO. Ah, j'ai pas vu ça. T'as pas vu l'ouverture? Oh là 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 là. Il était tout bleu et c'était un dessert en Chine. Tout nu et tout bleu. Ah ouais. Et il a chanté sa chanson nu, tout nu et tout bleu. T'as même pas vu les photos, mais dans quel tu vis? Attends, mais moi je regarde pas les infos, mais là tu fais. Mais moi je suis à un autre niveau. Oh putain, j'ai trouvé ma maîtresse. Ok. Donc ils ont pris Philippe Catherine. Ok. Ils l'ont mis en slip speedo bleu. Ils l'ont peint en bleu le génie d'Aladin. Ouais. Ils l'ont mis dans un plat sur une table, genre tu vois le Pumba quand il fait le rôti dans le Roi Lion là. Ok. Et il a chanté, donc il s'est levé comme ça tout bleu, il a chanté sa chanson nue sur la table, voilà. Et donc depuis, ça a été le clou de la cérémonie d'ouverture des JO, des Jeux Olympiques. Et en Chine, il est devenu tellement célèbre qu'ils ont fait un gâteau genre en pâte à sucre en Philippe Catherine nu tout bleu. Ah ouais, ok. Voilà, donc depuis il est encore plus célèbre. Il était déjà. Alors moi, je t'avoue, quand on m'a dit Philippe Catherine, j'étais attends, c'est qui déjà? Okay. Je le connaissais pas très bien. Okay. Et donc j'ai vu oui, il a fait la chanson J'adore, ok, je connais et tout. Et moi j'ai juste demandé mais il est sympa. On m'a dit oui, il est très sympa. Je dis bah ok, moi aussi. Et alors c'était dans quel contexte en fait qu'on est venu te proposer de rencontrer Philippe Catherine? Pourquoi? C'est une vidéo pour Royal Canin. Ok, Royal Canin avec Philippe Catherine. Et ben ouais. Alors, quel est le lien? Oui, il faut que tu m'expliques. Et ben Royal Canin passe par des agences de com. Ils voulaient toucher un public jeune et apparemment Philippe Catherine est très suivi par les jeunes. Ok. Je sais, ça va surprenant vu son âge. Et donc ils ont dit Philippe Catherine, ils ont dit bah ok pourquoi pas. Philippe Catherine a un chien avec lequel il est très impliqué. D'ailleurs son nouvel album a le nom de son chien, s'appelle Zouzou. Ok. Et donc ils m'ont dit est-ce que tu veux venir faire une vidéo avec Philippe Catherine? Donc moi j'ai dit bah je sais pas, il est sympa. On m'a dit oui, je dis bah très bien. Donc j'y suis allée. Okay. Et en effet, il était très sympa. C'est assez rigolo parce que c'est un vrai tournage. Donc il y avait je sais pas combien de personnes habillées en noir avec des lumières, des machins de partout. Mais comme la star est cool, c'était cool. Tu vois, l'ambiance était très sympa. Ouais. Donc c'était sympa. J'ai discuté avec lui et c'était très sympa. Et surtout en fait, Pauline Tessier qui est ASV et qui est formatrice chez nous à Arginine, elle est absolument fan. Mais fan à mourir de Philippe Catherine. Et on vient d'écrire un livre ensemble là qui vient de sortir. Et donc, j'ai été imprimer la première page du livre et j'ai demandé à Philippe Catherine de la dédicacer. Donc, il a dédicacé pour Pauline, machin et tout. Et j'ai fait cette photo avec lui et la dédicace. Et donc là, on s'en est servi pour faire la promo du livre. Pour dire. Canon. Ouais. Donc ça, c'est l'enjeu de ma vie et maintenant assez rigolote, tu vois. Je me retrouve à faire des choses comme ça. On me dit, tu veux passer sur un envoyé spécial? Bah, ouais. Tu veux rencontrer Philippe Catherine? Bah ouais. Là j'ai enregistré un reportage pour France 5. Bah ouais. Ah ouais, génial. Donc non c'est vraiment des trucs super sympas et ma vie est trop cool. Ouais, en fait quelque part maintenant en France, t'es la référence connue du grand public et des vétos pour la nutrition vétérinaire quoi. Ça veut pas dire qu'il y en a pas d'autres des excellents, je suis pas du tout en train de dire ça, mais là avec tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, avec tout ce que t'as comme opportunité, petit à petit tu deviens la ref quoi, la première personne à qui on pense. Alors pour les vétos, je pense que c'est sûr. Ouais. Pour le grand public, je sais pas. Les vétos, je sais que franchement je suis quand même très connue chez les vétos. Ouais. Les ASV, tu vois, au final pas tant et c'est marrant, c'est un truc que j'arrive pas, c'est un public que j'arrive pas à toucher les ASV. Mais peut-être qu'il faut que tu fasses une demi-journée en tant qu'ASV. Non, tu sais, non, mais je me suis mis sur TikTok. Ok. Parce qu'en fait, avant, j'étais beaucoup sur Facebook et Facebook, maintenant, les jeunes laissent tomber, quoi. Donc, je me suis mis sur Instagram et maintenant, on met des vidéos Instagram sur TikTok. Et je pense que les ASV sont plus sur TikTok aussi, parce qu'en fait, les ASV, c'est un public qui reste éternellement jeune. Parce qu'au bout de 5 ans, elle change de métier. Et tu vois, j'arrive pas à trouver les ASV, qu'est-ce qu'elles suivent, enfin, comment toucher ce public ASV. C'est un truc
Et donc voilà, j'essaie de me renouveler. Donc voilà, chez les vétérinaires, oui, je pense que je suis un peu devenue la référence. Le grand public, je sais pas. Okay. Je sais pas. Mais en tout cas, t'es en voie avec des reportages, envoyés spécial. Enfin, tu vois, j'entends que t'es en voie de faire partie des personnes connues, sans devenir Catherine non plus. Mais j'espère que je porterai pas ces pulls. En tout cas, si jamais y a des ASV en écoutant cette interview qui ont des idées à te partager, est-ce qu'elles peuvent le faire? Bah avec plaisir. Ouais. Moi, je prends les idées de tout le monde. Okay. Et du coup, comment les gens peuvent te contacter aujourd'hui? Alors, soit sur les réseaux sociaux, je lis mes boîtes, donc Facebook, Insta, non pas TikTok. Parce qu'en fait, TikTok, les vidéos sont publiées dessus, mais je n'ai même pas TikTok sur mon téléphone. Okay. Facebook, Insta, LinkedIn. Sinon, il y a une boîte de contact sur le site. Donc le site, il y a le site Arginine Formation, mais sinon charlotte-devaux.com okay. Sur la boîte de contact. Alors ça tombe dans la boîte Arginine, mais ça m'est envoyé si ça me concerne. Donc il y a plein de façons de me contacter normalement. Ouais, okay. Je suis assez joignable. Génial. Avant qu'on termine, je voudrais juste voir avec toi, est-ce qu'il y a une dernière chose, un sujet qu'on n'aurait pas abordé, où ça tient à cœur, quelque chose que tu aimerais dire? Bah ouais, en fait, j'ai fait une conf il y a pas longtemps, et il y a une personne qui est venue me voir et qui m'a dit, une ancienne étudiante, je sais pas, elle devait être sortie depuis 1 an ou 2, et elle m'a dit j'ai vu l'article que t'avais fait dans la semaine vet. Enfin, je l'ai pas fait en fait. J'ai participé à un article sur les neuroatypiques. Okay. Et j'étais pas une des seules, mais on était 3-4 à avoir témoigné à visage découvert. Et elle me dit ça m'a vachement touchée de savoir que des gens avec un profil neuroatypique ont pu en fait s'en sortir derrière. Et en fait, j'ai entendu qu'il y avait quand même beaucoup de souffrance en école. Ouais. Et après, quand j'ai été parler en école, je leur ai dit, vous savez. En fait, et d'ailleurs les profs me disent qu'il y a beaucoup de souffrance chez les étudiants en école. Et c'est un message, du coup, j'ai commencé ma conf en disant ça, en disant mais vous savez, moi à l'école, alors je te dis, il y a plein de bons souvenirs, et en fait il y en a plein de moins bons, mais j'étais pas la personne la plus populaire à l'école, j'étais pas la personne la plus épanouie à l'école. Et c'est pas parce que t'es pas dans le groupe des gens populaires à l'école que en fait derrière tu vas pas réussir ta vie, tu vois. Ouais. Et moi, alors c'est marrant parce que les gens me disent t'étais présidente du cercle, t'étais dans celle qui buvait des coups en terrasse. Alors non, les gens à Lyon, les présidents du cercle, c'est plutôt les polards, c'est pas ceux qui boivent des coups en terrasse. N'imaginez pas que parce que j'étais présidente du cercle, je vivais à la cafette, pas du tout. Et tu peux ne pas être la personne réputée la plus cool de l'école et en fait être objectivement très cool par la suite, puisque tu fais des photos avec Philippe Catherine. Donc voilà, c'est ok. C'est pas parce que t'es en souffrance à l'école que tu vas pas trouver ta place dans ce métier, ta place dans ce monde. Et je pense que c'est un message qui est important parce que moi, ça me fait vraiment mal au cœur de me dire que des gens entre 20 et 25 ans sont en méga souffrance. Et tu vois, je l'ai entendu de ta part, je l'ai entendu d'autres personnes de notre promo aussi, de savoir qu'elles étaient harcelées à l'école, qu'elles étaient hyper mal et tout. Et je me dis, ça, c'est important de dire derrière, en fait, le vrai monde, l'école, c'est pas le vrai monde. Et c'est pour ça, moi, ces gens qui restaient à l'internat, je me dis, mais qu'est-ce que vous faites dans ce monde? On est à Disneyland, là, c'est pas le vrai monde. Et dans le vrai monde derrière, en fait, t'as forcément ta place. Et tu vas la trouver, et si t'es une carcoï, tu le sais peut-être pas encore, et tu penses que t'es un singe et t'es perdu, mais tu vois, et j'aimerais bien que, justement, c'est pour ça, quand tu m'as demandé de témoigner dans ce podcast, j'ai dit, mais oui, avec plaisir, moi, je veux bien tout raconter, et dans ce truc sur cet article sur les neuroatypiques, là, je disais, mais moi, en prépa, je pleurais tous les matins sous ma douche, j'étais malheureuse comme des pierres, tu vois, et en fait, je m'en suis sortie, tu vois, donc tu peux, c'est pas parce que ta vie c'est pas un long tapis de fleurs et tu peux partir de très loin et tu peux être très malheureux et en fait derrière déjà t'as vachement de temps devant toi, enfin t'as toute la vie devant toi et tu peux faire des trucs super cool et si je peux s'il y a une personne qui peut m'entendre et se dire c'est pas parce que là je suis au fond du trou que je serai au fond du trou toute ma vie et en fait je peux m'en sortir et la voie elle est pas toute droite et t'essayes à droite à gauche, les portes elles s'ouvrent, elles se ferment et à la fin tu finis par trouver l'endroit où toi tu fites, où toi t'es bon, où toi t'as ta place et c'est cool. Et alors ça nous a pris combien de temps? 15 ans, tu vois, 12 ans. Ça fait 12 ans, on est sorti d'école. Donc ça prend peut-être 10-12 ans, mais en fait ça vaut le coup de faire le chemin et carrément. Donc voilà le message que je voulais ajouter. Eh ben merci. Je pense que c'est très précieux, ça me touche ce message, ça renvoie à mon propre parcours, donc j'apprécie de l'entendre. Je vais te poser ma dernière question, Charlotte. On va faire un petit saut dans le futur et je vais te demander qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire de ton parcours professionnel le jour où tu prendras ta retraite. J'aimerais pouvoir dire il a apporté un truc, il a servi, tu vois. Et il a servi à une cause, enfin tu vois, pour moi la cause c'est la science, tu vois, et j'aimerais pouvoir me dire franchement, j'ai servi la science, j'ai servi à diffuser le message de la science parce que le problème de la science c'est que la science c'est chiant.
et que la science, on l'a vu au moment du Covid, tu vois, tu mets un gros expert, il va te dire oui, alors c'est plus compliqué que ce qu'on pense, et les gens ils veulent pas de ça, ils veulent du blanc, du noir, et j'aimerais pouvoir me dire moi ma place en fait c'était celle qui est suffisamment intelligente pour comprendre quand les gens lui expliquent la science, mais suffisamment con pour avoir besoin de simplifier. Tu vois, moi je côtoie des gens au quotidien, je comprends pas quand ils parlent, hein. Les gens attendez, vous êtes beaucoup trop intelligents pour moi, on va reprendre, vous allez m'expliquer comme si j'avais 9 ans, et je suis pas aussi futée que tous les scientifiques, mais assez futée pour comprendre ce qu'ils disent. Et après, du coup, moi, je suis obligée de simplifier parce que je suis très simpliste comme personne. Et j'arrive à simplifier ce message et à transmettre aux gens pour que les gens puissent se l'approprier. Et voilà, j'aimerais qu'à la fin, on puisse dire, elle a trouvé sa place dans le puzzle et elle, sa place, c'était d'être celle qui simplifie la science et qui met le message de la science abordable à tout le monde, que tout le monde puisse s'en saisir et faire ses choix en fonction de ça. Et voilà, c'était ma place, c'était pas de faire la recherche, c'était juste cette place-là. Et si à la fin on peut dire elle a fait ça du mieux qu'elle a pu, elle a diffusé au plus large possible et elle s'est plantée et parfois elle a réussi et c'était ok, franchement j'aurais réussi quoi. Génial. Merci beaucoup Charlotte, c'était vraiment un plaisir de passer ce moment avec toi. De même. Et oui, je te souhaite de passer une très belle journée ainsi qu'à nos auditeurs et nos auditrices et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.